Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Clotilde Maury, je suis chargée de projet inclusion numérique et entreprise au sein de la mêlée sur le projet RINOC, réseau et hub de l'inclusion numérique en Occitanie. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'introduire cette table ronde entreprise et inclusion numérique, le passage à l'action, notamment parce qu'elle fait suite à une table que nous avions réalisée il y a 1 an, aussi dans le cadre de numérique en commun, lors de la journée d'ouverture de la mêlée numérique. Et on avait notamment annoncé à la fin le lancement d'un groupe de travail inter-entreprise. Et bien ce groupe de travail, nous l'avons mené pendant 6 mois avec la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, Berger-Levrault et la SNCF. 3 entreprises présentes sur cette table et nous avons travaillé sur des sujets qui tenaient à cœur à ces entreprises. L'acculturation numérique des collaborateurs, le design inclusif, la médiation numérique pour les clients et la stratégie de partenariat. Nous avons réalisé des livrables dont certains vont vous être présentés aujourd'hui en exclusivité. Si on a lancé ce groupe de travail, c'est parce que nous sommes persuadés que les entreprises, tout comme les politiques publiques, sont des actrices du changement et qu'à travers leur action, elles agissent pour créer une société numérique plus inclusive. Je vais maintenant laisser la place à ces femmes qui vont témoigner des actions concrètes qu'ont mis en place leur entreprise, que ce soit auprès de leurs clients, de leurs collaborateurs ou même du grand public, afin de lutter contre la fracture du numérique. Alors merci beaucoup Claire Stride, consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle. Tu es experte en neurosciences et neurodiversité et surtout je t'ai choisi aujourd'hui, je te remercie d'avoir accepté d'animer parce que tu es vraiment très engagée sur les questions de handicap mais aussi d'inclusion au sens large dans les territoires. Sandra Pitot, tu es responsable d'animation philanthropie à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, directrice de l'antenne Finance et Pédagogie. Merci aussi de ta participation sur le groupe et merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Stéphanie Rey, tu es ingénieure de recherche à Berger-Levrault et de la même façon que Sandra, toi aussi tu étais sur le groupe et je te remercie d'avoir accepté aujourd'hui de parler un peu de tout ça, mais aussi de ce que fait Berger-Levrault. Sonia Eke aussi, lead UX et design à la SNCF. Toi aussi tu étais sur le groupe, merci. Merci aujourd'hui de parler de ce que fait la SNCF et de ce que vous avez fait aussi durant ce groupe. Valérie Sahuc, responsable d'innovation à Harmonie Mutuelle, merci d'avoir accepté mon appel pour venir aujourd'hui parler d'harmonie mutuelle et d'inclusion numérique. Et notre invitée d'honneur, Claire Percé, secrétaire générale adjointe Altis France. Merci beaucoup Claire d'avoir accepté notre demande. Je vous laisse maintenant, très bonne table et à bientôt. Merci beaucoup Clotilde, je suis ravie d'animer cette table ronde féminine, engagée. Je trouve que voilà, on a un panel assez exceptionnel de femmes ici pour parler justement d'entreprise et d'inclusion. Et Stéphanie, je voulais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur le sujet de l'inclusion numérique dans ton entreprise et nous raconter ce que tu as vécu dans les ateliers collaboratifs, notamment par rapport aux livrables sur les idées reçues? Ça marche? Oui? Non? Si, c'est juste qu'il faut que je parle beaucoup plus fort. Merci beaucoup Claire. Moi je suis ici pour représenter la société Berger-Levrault. Berger-Levrault, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais c'est une entreprise de taille intermédiaire. On n'entend pas? Ouais, une entreprise de taille intermédiaire. C'est environ 1900 collaborateurs en France, en Espagne, au Canada, pour un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros. Donc c'est une ETI qu'on dit. Et donc par contre, c'est une entreprise qui est très très présente sur le territoire puisqu'on équipe 25 000 communes en logiciels de gestion. Donc c'est aussi une entreprise très ancienne puisqu'elle a 3 siècles. Son histoire remonte dans les années 1764, je crois. Et donc au début, c'était un imprimeur, Berger-Levrault. Et puis ensuite, ils ont pris le virage du numérique et fait donc des logiciels de gestion pour les collectivités territoriales essentiellement, donc santé sociale, éducation et donc aussi gestion des collectivités. Et puis, ils se sont, dans cette démarche toujours d'innovation, orientés vers les citoyens. Et en faisant des logiciels pour les citoyens et pour le grand public, se posent beaucoup plus de questions en termes de diversité en fait, des usages et des usagers et des questions sur l'humain et le numérique. Donc à partir des années 2014 environ, on a commencé avec le conseil scientifique de Berger-Levrault à réfléchir plus en termes de sciences humaines et sociales et pas uniquement en termes d'informatique, avec notamment le conseil scientifique qui est présidé par un philosophe, un chercheur en philosophie. On a lancé des thèses donc en SHS, en droit, en sciences sociales, de thèses qui sont actuellement en cours. Et la question, c'est vraiment de comment tirer parti au mieux du numérique pour tous les citoyens.
Et pour ça, en fait, on a besoin d'un cadre conceptuel, d'une manière de réfléchir. Donc on l'a fait à travers donc, le conseil scientifique, à travers aussi le département de recherche et développement dont je fais partie. Donc on a un axe de recherche sur la confiance et le numérique. Et puis surtout, on s'entoure à tout un écosystème, puisqu'on est une entreprise de taille intermédiaire, comme je disais. Donc on a besoin des autres aussi pour réfléchir à ces sujets-là, donc que ce soit en recherche ou que ce soit aussi avec d'autres acteurs. Donc notamment avec un partenariat avec la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, où le président directeur général de Berger-le-Vaux a signé la tribune Reset dans le monde. Donc Reset, c'était on s'arrête et on réfléchit à qu'est-ce que c'est que le numérique et qu'est-ce qu'on veut en faire vraiment, qu'est-ce qu'Internet. On se pose et on réfléchit là-dessus. Et donc on a fait partie de plusieurs coalitions là-dessus, dont notamment Dématérialiser sans déshumaniser, qui correspond un petit peu à notre sujet d'aujourd'hui, avec aussi également d'autres sujets sur les civic tech, par exemple, avec l'Institut de la concertation et de la participation. Et c'est aussi dans ce cadre donc d'écosystème, on va dire, de réflexion commune qu'on participe à RINOC, et donc sur la capacitation ou l'inclusion numérique. Donc tous ces travaux-là en interne sont valorisés, donc notamment dans le cadre de la démarche RSE, bien sûr, mais aussi auprès des chefs de produits, du marketing produit. Donc c'est vraiment de l'acculturation à l'éco-conception, au handicap et à l'inclusion. Également à travers le travail de nos ergonomes. Donc on a des ergonomes en interne qui travaillent sur le handicap, notamment en faisant des tests avec l'IJA, l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, en faisant des audits, des formations en interne. Et puis aussi, donc, nous, en tant que département de recherche et développement, on fait beaucoup d'acculturation. Donc en partant de tout ce qu'on apprend de toutes nos collaborations, on diffuse les informations, donc soit à travers un groupe Teams, soit des publications sur l'intranet. Et également, en fait, on a un petit format, une demi-heure toutes les semaines en interne à l'entreprise, accessible à tous les collaborateurs de l'entreprise, où on présente des sujets soit de recherche, soit de vie en société. Et donc notamment, une des thésardes en sociologie avait fait un état de l'art sur l'électronisme qu'elle a présenté pendant une demi-heure donc à tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est un des ateliers qui a eu le plus de participants. Donc voilà, donc le but pour nous, c'est vraiment de ne pas être dans du technosolutionnisme, mais plutôt de faire les choses bien pour donner accès à tous et à tous les citoyens par rapport aux outils qu'on fait. Donc plus précisément par rapport à RINOC, donc c'était vraiment un partage d'expérience avec les entreprises présentes. C'était très intéressant parce qu'on avait vraiment des profils différents, ce qui nous a permis de mettre en commun nos expertises, et donc notamment à travers le livrable lutter contre les idées reçues. Donc c'est toujours pareil dans cette démarche d'acculturation, de changement des mentalités au sein de nos entreprises et même au sein de la société. Et donc le but, c'était de répondre à trois grands a priori qu'on peut avoir, qui sont le design inclusif, c'est compliqué, c'est cher et c'est pour une minorité de personnes. Donc le c'est compliqué, non, de moins en moins. En fait, il existe de plus en plus de critères, de méthodologies qu'on peut mettre en place et qu'on peut mobiliser assez simplement, puisque maintenant c'est vraiment très bien documenté dès le début des projets. Sur le c'est cher, et bien en fait, ça permet quand même d'élargir la clientèle à beaucoup de monde. Et puis plus on est accessible, plus on est sobre, et donc du coup moins on est cher également, parce que l'éco-conception et l'accessibilité numérique vont dans le même sens en fait. Ça, c'est très intéressant. Et puis après, c'est pour une minorité, pas du tout. Alors déjà, les situations de handicap, elles sont multiples. On peut avoir des situations de handicap permanents, temporaires ou situationnelles. On peut être handicapé, ne plus pas pouvoir bouger du tout, mais on peut s'être cassé le bras ou juste avoir un bébé dans le bras. Dans les trois cas, en fait, il faut réfléchir le service numérique pour qu'il s'adapte au fait d'avoir qu'une seule main. Et puis, ça rentre aussi dans la notion plus large de design inclusif. Il y a 40% par exemple des personnes qui se disent en difficulté avec le numérique. En réfléchissant aux outils numériques pour les adapter à tous, on diversifie et on élargit encore plus pour toute une majorité. Donc c'est ce qu'on appelle le design for all. On design pour tout le monde et en fait ça bénéficie à tous. Donc voilà. Merci. Extrêmement complet. Juste une précision, quand tu parles de handicap, on est bien d'accord que c'est au sens le plus large du terme, c'est-à-dire à partir du moment où on est empêché de faire les choses. Oui, c'est pour ça que je parlais des trois situations de handicap. Ouais. Situation de handicap temporaire, permanent ou situationnel. C'est vraiment. Ok, merci beaucoup Stéphanie, c'était très riche. Alors Sandra, donc j'ai bien aimé les trois idées reçues, c'est compliqué, c'est cher et c'est pour une minorité. Est-ce que tu peux nous dire toi ce qu'il en est sur ta réalité terrain à la Caisse d'épargne et ce que tu as retenu aussi de ta participation aux ateliers RINOC, s'il te plaît?
Oui, donc bonjour à tous. Nous, à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, il y a à peu près 3 ans et demi, on a décidé de mettre en place des ateliers numériques pour nos clients, puisqu'on s'est rendu compte que l'exclusion numérique générait de l'exclusion bancaire. Donc on a ciblé, on a d'abord fait un travail de ciblage de ces clientèles. Donc on a cherché nos clients qui avaient une adresse mail mais qui ne se connectaient pas à nos outils de banque à distance, que ce soit sur l'ordinateur ou sur l'application du téléphone. Et on a commencé à tester des ateliers pour voir si on pouvait avoir un impact. Donc on a proposé à des clients sur tout le territoire de Midi-Pyrénées, donc dans chaque département, de venir participer à des ateliers. On les appelait par téléphone pour leur expliquer le pourquoi. On a observé quand même qu'il y avait une réelle appétence. Ils étaient plutôt étonnés, agréablement étonnés qu'une entreprise se préoccupe de ces sujets-là. Et quand ils venaient à nos ateliers, on s'est rendu compte, puisqu'on était en phase expérimentale, pour 10 clients, il fallait à peu près 3 personnes pour venir en aide de ces personnes et leur expliquer comment utiliser ces outils. Ces ateliers qui duraient 2 heures, on a bien vu que la principale préoccupation de ces clients, c'était la sécurité. La sécurité sur Internet, notamment sur les sujets bancaires. Alors bien souvent, on a vu qu'on avait affaire à 2 types de populations. Des gens qui ne se connectaient pas, ils étaient pas forcément très à l'aise avec le numérique, mais suffisamment pour savoir utiliser, avoir cet usage-là, mais avec cette peur de la sécurité. Donc eux, ça a été assez facile de leur... Enfin, ils ont trouvé très bénéfique ces ateliers, parce qu'une fois expliqué les réels risques et les principales activités qu'ils peuvent trouver sur nos applications, la principale, c'est de consulter les comptes ou de faire des virements. Ça a été pour eux extrêmement intéressant, et nos enquêtes de satisfaction qu'on fait à chaud, puisqu'on cherche à savoir si on est pile sur l'objectif que l'on vise ou à côté pour pouvoir se corriger, ont montré des taux de satisfaction énormes. Donc on a continué, et on a également réalisé 3 mois après, pour mesurer le réel impact de ces ateliers, on est allé regarder ces clients qui avaient participé à nos ateliers, si c'était vraiment connecté sur les applicatifs à distance. Et là, ce que l'on peut observer, c'est qu'un tiers d'entre eux, à la suite des ateliers, utilisent. Donc ça a eu un réel impact. Alors c'est qu'un tiers. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans nos ateliers, on s'est rendu compte qu'on avait une population qui était tellement éloignée du numérique que même lorsqu'on parle d'utiliser nos applicatifs, il manque tellement des bases que de toute façon, on peut rien à ce moment-là, et qu'il y a besoin d'une étape avant, une étape où ils puissent appréhender le b.a.-ba du numérique. Et c'est là où on a été particulièrement intéressés pour participer à ce groupe RINOC, puisqu'on s'est dit on va être plusieurs entreprises avec probablement des préoccupations similaires. Et certainement que si toutes les entreprises constatent comme nous que le numérique, ça peut complètement les exclure de leurs services, on aurait peut-être des choses à mettre en commun et construire quelque chose pour cette étape du b.a.-ba. Et c'est ce que nous a apporté le groupe RINOC. Merci beaucoup. Effectivement, une très belle collaboration, et on l'entend dans vos 2 premiers témoignages, effectivement, cette prise en considération de la réalité des usagers, des clients. C'est vrai qu'un tiers, c'est un peu frustrant, mais c'est quand même déjà un tiers des personnes qui se sont lancées là-dessus. On va continuer la visite de cette table ronde. Comme ça, je fais un petit peu ma gymnastique, je pars de l'autre côté. Valérie, donc, tu connais aussi cette thématique de l'inclusion au sein d'Harmonie Mutuelle. Tu m'as parlé, quand on a préparé cette table ronde, des digital relais. Alors, je ne sais pas si je dois le dire en français, en anglais, des digital relais, je ne sais pas comment tu veux le dire. Est-ce que tu peux nous en parler et expliquer comment se pose la question de l'inclusion numérique chez Harmonie Mutuelle, s'il te plaît?
Alors, on est parti du même constat que de ce qu'on vient d'entendre, puisqu'on a exactement les mêmes problématiques par rapport aux clients. Et l'étape que j'ai travaillée pour ma part, sachant que l'étape du client, elle a été travaillée aussi sur d'autres plans, c'est de se dire qu'il fallait peut-être que les collaborateurs prennent en main les outils qu'on proposait à nos clients pour mieux les comprendre eux, et pour pouvoir mieux aider les clients. Donc là, on est sur un billard à deux bandes. Et donc, c'est une initiative que j'ai lancée en 2017, donc ça fait un petit moment. Et l'idée, c'était de dire, je vais faire appel à des collaborateurs qui sont intéressés par l'innovation au sens large. Pas technophiles, forcément. Il y en a, mais pas tous. Et de les prendre dans différents domaines et sur les différentes zones géographiques pour mailler le territoire et pour pouvoir donc en interne avoir un réseau qui va avoir un rôle très spécifique. Donc il ne s'agit pas de remplacer les formations du numérique, il ne s'agit pas de remplacer... c'est vraiment d'être là en proximité de leurs collègues et d'être là au moment qu'ils aient une information sur l'innovation. Donc moi, mon boulot, ça a été de les sensibiliser, de leur faire découvrir plein de choses. Alors ils sont venus passer des journées à la mêlée, ils ont rencontré des start-upers, ce qui était en 2017 quand même quelque chose d'assez innovant. Enfin, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas ce qu'était une start-up. Et petit à petit, de les faire accepter qu'il y a un autre monde qui existe dans l'innovation, dans lequel on parle anglais. Et nous, on est très très français en mutualité, même on est ancré sur les territoires. Et l'idée, c'était de dire, c'est pas pour ça que je ne peux pas comprendre. Et donc, petit à petit, de lever des freins et de les amener à utiliser les outils numériques de l'entreprise, à pouvoir en parler à leurs collègues et à pouvoir diffuser en complément de tout ce qui se passe au niveau managérial. Ça n'empêche pas que les managers, ils ont un rôle pour accompagner leurs équipes, mais il y a vraiment une position assez intermédiaire entre la formation, les managers et ces digital relais. L'idée, donc, c'est de les animer. On les a mises en action, notamment sur les outils numériques au départ, mais pas que. Et quand on est arrivé à la crise Covid, quand on est passé du jour au lendemain, en 5 jours, tous les salariés sont passés en télétravail, on a vu le résultat. Parce qu'on a quand même eu une facilité et on avait une dynamique pour communiquer entre nous. On avait un petit maillage qui nous a quand même bien aidés. Alors ça j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais ce que je voulais rajouter pour cette année, c'est que j'ai eu 2 applications différentes du rôle de ces digital relais dans l'entreprise. Tout d'abord, il y a eu au niveau national la RH qui a dit, bon, on va faire un tour digital, c'est-à-dire que pendant une semaine, on va faire plein d'ateliers et on fait appel à des collaborateurs pour animer ces ateliers. Et j'ai eu des digital relais qui sont, je le rappelle, des gestionnaires, des assistants de direction, des gens qui ne sont pas du tout habitués à faire de l'animation, qui se sont portés volontaires pour animer des classes virtuelles. Donc ça montre aussi la maturité qu'on acquiert au fil des années quand on a un dispositif de ce type. Et le deuxième point, c'est qu'on a eu une fusion en début d'année où on a 80 collaborateurs d'une autre mutuelle qui ont rejoint notre mutuelle et qui n'étaient pas du tout avec nos outils numériques. Alors je ne parle pas des outils métiers, je parle vraiment des outils collaboratifs qui nous permettent la messagerie, enfin tous les outils que l'on a pour travailler ensemble. Et là on s'est dit comment on va faire. Et en fait, on a fait comme avec les digital relais, c'est-à-dire qu'on a expliqué ce que c'était que l'innovation. La première formation qu'on leur a fait, c'est pas de leur dire vous avez cet outil, il faut faire ça. On leur a expliqué ce qu'était l'innovation, pourquoi on en était arrivé à travailler comme ça, que c'était certainement difficile pour eux parce qu'ils débarquaient et qu'ils avaient plein de choses à assimiler, mais qu'ils y arriveraient, et qu'on avait un réseau de collaborateurs qui allait les aider. Et après, on a commencé à travailler donc les outils numériques de collaboration et on a eu du sur-mesure grâce au digital relais parce que par exemple, on avait quelqu'un de l'entretien qui ne savait pas utiliser un ordinateur. Et là, on a joué avec aussi des services civiques que l'on a et qui, eux, le service civique en fait a fait de la base. Ce dont vous parlez, comment j'utilise un ordinateur, comment je crée une adresse, comment j'utilise mon adresse mail, comment j'utilise un Outlook. Et après, les digital relais sont venus en complément. Et après, cette personne a suivi des formations. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux et l'un ne doit pas empêcher l'autre. En fait, je pense que c'est des petites touches qu'il faut actionner en fonction des profils parce que la population des gens qui sont en difficulté avec le numérique, elle est très hétérogène. Il peut y avoir plein de raisons. Donc il faut qu'on arrive à s'adapter dans les entreprises et en tout cas, il ne faut pas laisser de côté. Et on a pu donc intégrer ces 80 personnes. Et là, ça fait donc depuis le 1er janvier. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la course. Alors, chacun à son niveau. Comme je dis, tout le monde ne part pas du même niveau. Tout le monde n'arrive pas au même niveau. Mais en tout cas, tout le monde est dans la même dynamique, ce qui est déjà très important au niveau d'une entreprise.
Merci beaucoup. Combien de digital relais aujourd'hui en tout ? Alors, sur une région qui couvrait Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, j'ai 23 digital relais actifs en moyenne depuis 2017. Au départ, quand j'ai fait l'appel à candidature, j'ai eu 30 volontaires. Mais après, ça roule. Donc 23 personnes, ça permet de couvrir quand même un large secteur et ces 23 personnes donc, sont prêtes à venir aider à transmettre au niveau des autres collaborateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé aussi vis-à-vis des personnes que vous accompagnez ou des clients? Des clients, oui. Ouais. Alors pour les clients, effectivement, ça peut être un relais. Là, sur la dimension qui arrive, notamment avec la transformation du numérique en santé, le lancement de Mon Espace Santé, je vous invite à la journée de demain qui va être très complète sur ce sujet-là. Là, on va avoir en plus des conseillers numériques de la mutuelle qui vont être en soutien pour déployer Mon Espace Santé pour relayer la dynamique du gouvernement. Super, merci beaucoup. Alors, on se faisait la réflexion en vous attendant qu'aujourd'hui, on était quand même limité à ça. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus de nom, on a un QR code et Valérie nous disait il y avait une époque avant les masques, après les masques, il va y avoir avant le QR code, après le QR code. Et c'est vrai que, oui, on est tous confrontés à ces nouveaux outils. Alors, oui, voilà, on tourne l'étiquette, voilà. Alors, Sonia, maintenant, à la SNCF, comment ça se passe? Comment est-ce que vous accompagnez, comment est-ce que tu accompagnes, tu... Voilà, c'est ça. Donc, comment, toi et tout le reste de l'équipe de la SNCF, comment est-ce que les usagers et les collaborateurs sont accompagnés dans cette logique d'inclusion numérique? Et il me semble que tu as participé à un atelier sur comment se poser les bonnes questions quand on veut mettre en place une solution numérique qui fonctionne. Alors c'est vrai que, je sais pas, on entend? Non. On n'entend pas? Si, ça y est. Merci. Alors déjà, pour me situer, moi je fais partie en fait d'IT Novem, qui est l'agence digitale interne du groupe SNCF. Donc ce que je vais dire va être très centré sur l'interne et les collaborateurs et les interfaces internes. Je m'en excuse si je réponds partiellement. En fin de compte, la problématique de l'inclusion, on l'adresse aussi beaucoup par l'angle de l'accessibilité numérique au sens large, sachant qu'en fait, ça fait pas 2 minutes qu'on s'y intéresse côté groupe SNCF. J'ai regardé un petit peu les archives en vue de cette table ronde et j'ai vu en fait que le premier site labellisé, il date de 2004. Donc, le site TER, pour le coup, ça date de 2004, donc bien avant la loi, le décret, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'on est non plus parfait sur ce sujet, mais en tout cas, on s'y efforce, notamment sur les interfaces effectivement externes. Donc moi, ce que je connais très bien dans l'ensemble, dans la galaxie de sites et interfaces qui est très nombreuse, c'est surtout le site transilien.com et sncf.com. Et pour le coup, l'accessibilité est complètement intégrée. D'une part, les designers qui vont travailler sur des évolutions, sur des fonctionnalités, sur des contenus, sont formés à l'accessibilité numérique. Donc déjà, on prend le sujet au départ. Donc là, je parle de sites existants, bien entendu. Et ensuite, toute la chaîne est formée à l'accessibilité. Donc les développeurs front également, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de dimensions de code au niveau de l'accessibilité numérique. Et ensuite, chaque grosse évolution va être aussi checkée par un expert externe, type Atalant, type AccessiWeb, etc. Les différents partenaires que l'on peut avoir côté groupe SNCF pour vérifier l'accessibilité de ces composants. Donc ça, c'est au niveau des deux gros sites. Sur Oui SNCF, il y a aussi une très grosse problématique. Ils ont publié, pareil, la déclaration de l'accessibilité là-dessus, le résultat. Donc ils y travaillent aussi au quotidien. Donc c'est vraiment un souci de tous les instants, non seulement au moment des refontes ou des créations d'interfaces. On a plus de 500 interfaces au niveau du groupe pour situer. Là, je parle que de l'externe. Donc, c'est notre manière à nous de l'intégrer et puis après d'assurer des formations en interne au niveau de la contribution, puisque la maintenance de ces sites peut faire drastiquement chuter, évidemment, le niveau d'accessibilité très rapidement.
Après, au niveau du groupe, pour le coup, du groupe de travail dont on faisait partie toutes les deux, design inclusif, on a effectivement donc travaillé sur ces idées reçues qui nous semblaient vraiment très importantes à lever, quoi, identifier, argumenter et véhiculer ensuite. Et puis, effectivement, cette checklist de bonnes questions à se poser tout au long d'un projet digital. Donc encore une fois, j'ai mon angle projet digital. L'idée, c'est de se dire qu'en amont, on a aussi des questions à se poser sur la cible, sur la bonne correspondance de telle interface à des vrais besoins. Ça veut dire d'avoir été à la rencontre des utilisateurs. On n'est pas très très loin évidemment de l'ergonomie, du design au sens large. Hein. Les questions se rejoignent tout de suite. Oui, est-ce qu'il y a des questions, j'allais dire quand vous avez fait ce travail ensemble, des questions où vous vous dites, tiens, en fait ça non, on n'y aurait pas pensé, et ça a vraiment été le fruit de cette intelligence collective, de se dire, ah bah tiens, oui, si, il faut absolument que le chef d'entreprise pense à ça. Alors, pas forcément l'angle du chef d'entreprise pour le coup, mais en tout cas du commanditaire ou du porteur de projet. En fait, c'était l'idée d'y penser tout au long du projet qui a fait son chemin au niveau du groupe. Je pense que tout le monde n'avait pas forcément cet élément-là en tête au moment du démarrage du groupe de travail. Et par ailleurs, moi j'avais cet angle amélioration continue aussi dans la durée. Ne pas penser que des nouveaux sites qui se créent, donc comment ça s'entretient. Pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et donc, du coup, en amont, ces questions-là, l'utilité, pour qui, pour quoi faire, est-ce qu'il y a une autre solution en interne qui peut répondre potentiellement, une histoire d'économie également. Et puis, une fois qu'on s'est posé ces questions, ça peut être l'occasion d'identifier, pour le coup, les éventuelles déficiences ou handicaps précis. J'ai un exemple d'interface qui pouvait s'adresser à des personnes particulièrement âgées, seniors, des ayants droit en fait, du groupe SNCF, et du coup potentiellement plus de 75, 80, donc des personnes pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique. Et pour le coup, la manière dont on a conçu évidemment le site était encore plus fluide, encore plus clair, avec beaucoup de tests utilisateurs pour s'assurer de l'ergonomie globale de l'interface. Et donc ces questions, on les a ordonnancées sur les grandes étapes d'un projet, tout simplement, en amont, en phase de conception, puisque c'est là évidemment on va pouvoir faire beaucoup de choses. Cette phase de test, de check systématique de l'interface, de l'UX et de l'UI, le côté plus graphique de l'interface. La partie HTML et après développement, et encore une fois potentiellement une phase de test qui peut être faite. Et comment est-ce qu'on peut nourrir en fait ces étapes-là grâce à une boîte à outils qu'on a mise en place aussi, qui rassemble plein des plugins. Un outil pour checker les contrastes, par exemple, qui est l'un des critères en accessibilité. Ce genre de choses qu'on a rassemblées dans cette boîte à outils. Je crois que je n'oublie rien. Mais... C'est déjà très dense, merci beaucoup. Donc on voit que vous avez bien travaillé quand même. Je reçois déjà, alors j'ai mon téléphone pour recevoir les questions du public, et on me demande déjà où sont accessibles tous ces livrables que vous avez faits. Donc on a entendu parler là de ces 2 livrables, et il me semble qu'on a un 3e à découvrir en vidéo maintenant, s'il vous plaît. Bienvenue au prototype du prix diagnostic des usages du numérique. Ce prix diagnostic a pour vocation de permettre à chacun d'évaluer ses propres ressentis concernant ses usages du numérique. Cet outil a été développé en collaboration avec la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, Berger-Levrault et la SNCF dans l'atelier Acculturation au numérique des collaborateurs du groupe de travail RINOC de la Mêlée. Cet outil peut être utilisé au sein des entreprises par les collaborateurs, seuls ou avec un responsable de l'acculturation, et il permet d'être un premier levier pour accompagner les collaborateurs en difficulté face au numérique. Notons que cet outil existe aussi sous format papier pour les personnes en situation d'électronisme. L'utilisateur va pouvoir répondre subjectivement à une trentaine de questions regroupées sous 4 thématiques. Les équipements, l'usage de base du numérique, l'usage du numérique dans la vie professionnelle et l'usage du numérique dans la vie quotidienne, et ce, afin de dresser un diagnostic personnalisé. Nous pouvons voir qu'en haut à droite, nous avons le lien accessibilité. Ce lien est obligatoire et il permet à chaque utilisateur de connaître le niveau d'accessibilité de l'outil et les aides mises à disposition dans le cadre de l'accessibilité.
Nous sommes ici à l'étape 4, l'usage du numérique dans la vie quotidienne. Nous allons répondre aux questions pour les besoins de notre démonstration. Première question. Vous sentez-vous à l'aise pour réaliser une recherche en ligne grâce à un navigateur et un moteur de recherche? Plutôt à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour communiquer avec vos amis ou votre famille grâce aux outils numériques? Plutôt à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour accéder à vos dossiers administratifs, impôts, factures, démarches scolaires, etc. sur Internet? Pas du tout à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour prendre des rendez-vous médicaux sur Internet? Pas du tout à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour utiliser le numérique pour vos loisirs, place de cinéma, streaming vidéo, musical, réservation? Un peu à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour une formation, pour suivre une formation en ligne MOOC, e-learning, formation en ligne, etc. Pas du tout à l'aise. Vous sentez-vous à l'aise pour effectuer des paiements en ligne? Pas du tout à l'aise. Quoique, un peu à l'aise. De manière générale, vous sentez-vous en confiance lorsque vous êtes sur Internet? Pas du tout à l'aise. À la fin des réponses, l'utilisateur termine ce questionnaire et arrive sur une page de recommandations en lien avec son résultat. Nous voyons ici les recommandations de la partie 4. Bien sûr, les recommandations sont personnalisées en fonction des sujets des 4 parties. Des mini-dossiers sont également disponibles sous les recommandations afin d'approfondir certains sujets abordés dans les conseils. Ici, nous retrouvons un mini-dossier pour mieux comprendre la cybersécurité. Nous arrivons à la fin de notre démonstration. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une très bonne utilisation. Merci beaucoup pour cette vidéo donc, qui présente ce qui a été fait sur la logique d'acculturation pour le numérique. Et juste au moment où la vidéo se lançait, j'avais ma voisine qui me disait « j'ai encore un truc à rajouter ». Donc Sonia, vas-y, je t'en prie. J'avais voulu être discrète. Non, je voulais rajouter qu'un peu comme vous l'avez mis en place, on a une série de tiers-lieux finalement qui a été mis en place par le groupe SNCF un peu partout en France, qu'on a appelé 574 puisque c'est la vitesse maximum atteinte par les TGV. Et du coup, vous vous doutez qu'il y en a un dans le coin en Occitanie, donc à Toulouse, et c'est à l'initiative de ce 574 dirigé par Christelle Loga-Castagnier que l'ensemble des personnes du groupe SNCF ont pu participer à ce groupe de réflexion. Ah pardon, excusez-moi. Heureusement que vous êtes notre curseur. Et du coup, ces différents lieux servent aussi en France à partager et à évangéliser sur ces sujets-là, notamment à relayer les actions faites par la direction de l'accessibilité qui est au niveau du groupe, et également à diffuser des outils comme le livre blanc qui a été écrit sur l'accessibilité, qui permet vraiment de faire un topo complet sur le sujet, et puis à diffuser aussi les composants web qu'on a pu créer sous la forme d'un design system partagé, et chacun des composants est accessible. Donc ça permet d'assurer un premier niveau d'accessibilité. Voilà. Désolée pour... Non, merci beaucoup. Alors du coup, j'apprends que le TGV peut aller jusqu'à 574 km/h. Je demanderai la prochaine fois que j'en prends un, voir s'il peut accélérer un petit peu. Merci beaucoup. C'est très important de voir qu'effectivement, il y a toute cette dynamique territoriale qui rentre en ligne de compte. Et c'est chouette qu'il y ait eu cette impulsion justement par rapport au groupe de travail. Je me retourne de l'autre côté. Donc Claire, tu as vu qu'elles ont bien travaillé quand même. Oui, j'ai la pression là. On est pas mal, on est pas mal. Donc voilà, on a vu plusieurs outils collaboratifs par rapport à cette logique de l'inclusion numérique. Et ce qu'on comprend en fait, c'est que cette inclusion numérique, c'est multifactoriel, c'est à plusieurs niveaux. Donc on fait quoi avec tout ça? Et je voulais savoir pour toi si tu avais des expériences concrètes à nous partager de chez Altis et de tout ce que vous faites par rapport à ce sujet-là. Absolument, merci beaucoup Claire. Donc Altis, c'est la maison mère, je présente parce que tout le monde ne connaît pas forcément, donc de SFR, BFM, RMC. Aujourd'hui, je viens vous parler au nom de SFR, puisque chez SFR, on se bat pour l'inclusion numérique chaque jour. Donc on se bat pour l'inclusion numérique évidemment en déployant des réseaux, puisque ça c'est notre cœur de métier. On déploie le très haut débit fixe et le très haut débit mobile. Ça c'est on va dire la base, c'est le prérequis de l'inclusion numérique.
Ensuite, dans un second temps, on essaye de s'assurer que les personnes puissent vraiment s'approprier ces réseaux, s'approprier les usages numériques. Donc c'est sur ce deuxième pan que je vais insister. La fondation SFR a un partenariat de longue date. Ça fait 10 ans qu'on est partenaire d'Emmaüs Connect, qui est vraiment l'association de référence dans le domaine de l'inclusion numérique. On est partenaire fondateur. On a participé à la création d'Emmaüs Connect il y a 10 ans. Et ce sont plus de 200 collaborateurs de SFR qui ont participé à la création de cette association. Donc c'est vous dire si ce combat nous tenait à cœur chez SFR. Donc effectivement, comme tu le disais Claire, cette expérience avec Emmaüs Connect nous a montré que pour se battre contre l'inclusion numérique, il fallait se battre à plusieurs. Donc je prends un exemple très concret. Quand on ouvre un centre Emmaüs Connect dans une ville, on en a une quinzaine actuellement à travers toute la France. Quand on ouvre un centre, eh bien, on va travailler avec la mairie déjà, qui va le plus souvent nous mettre le local Emmaüs Connect à disposition. Emmaüs Connect va apporter la brique formation. Nous, chez SFR, on va apporter tout ce qui est matériel à tarif solidaire. SFR fait chaque année 4 millions d'euros de dons en nature à Emmaüs Connect. Donc, on donne des recharges prépayées, on donne des smartphones, on donne des PC portables. Donc ça, c'est toute la brique équipement. Et puis, on travaille aussi, par exemple, avec Pôle emploi qui flèche vers les centres Emmaüs Connect les demandeurs d'emploi qui sont en situation d'exclusion numérique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 80% des offres d'emploi se trouvent via Internet. Donc, quand on ne sait pas se servir d'Internet, évidemment, c'est très, très compliqué de trouver un emploi. Et donc, tout ça, c'est un bon exemple qui montre qu'on travaille tous ensemble. On travaille avec l'association Emmaüs Connect. Nous, SFR, on a une entreprise. On travaille avec Pôle emploi, qui est un opérateur de services publics. On travaille avec la mairie, qui est une collectivité locale. Et on voit bien que c'est tout cet écosystème qui travaille ensemble et qui mène des actions complémentaires pour que ça fonctionne. Ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. J'ai un autre exemple qui est très parlant et qui date du confinement. J'allais dire déconfinement parce qu'en fait, on en a eu plusieurs. On a mis en place chez SFR des mesures d'urgence puisque là, la fracture numérique est apparue au grand jour. Même si nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, mais du coup, on a mis à profit notre expérience. En fait, on s'est aperçu que les élèves et les étudiants, beaucoup, n'avaient pas accès au numérique parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux, parce qu'ils n'étaient pas, équipés. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un partenariat avec Emmaüs Connect et avec le ministère de l'Éducation nationale pour le premier confinement. Pour le deuxième confinement, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour équiper et connecter 40 000 jeunes à travers toute la France. Donc ça aussi, c'est des actions complémentaires, puisque nous, chez SFR, on a l'équipement. Emmaüs Connect a des relais à travers toute la France. Et puis, les ministères nous ont aidés, via les rectorats notamment, à flécher le matériel. Donc on voit bien que les partenariats public-privé, finalement, ça fonctionne. Est-ce que j'ai le temps de donner un dernier exemple? Parce qu'il est intéressant aussi. Pendant le premier confinement, en fait, au sein de la Fondation SFR, on s'est mis à recevoir des dizaines de messages de foyers d'aide sociale à l'enfance. Et j'avoue que ça, en termes d'inclusion numérique, on n'y avait pas pensé. On recevait des messages de foyers qui nous disaient « mais écoutez, nous, on n'a pas assez de réseau dans le foyer pour que tous les enfants du foyer puissent suivre leurs cours en ligne. Donc, en fait, ils ne suivent pas leurs cours en ligne. » Et donc, on a reçu tellement de messages qu'on s'est dit « mais il faut qu'on fasse quelque chose ». Nous, chez SFR, là encore, on a le matériel, mais après, nous, on n'est pas capable de faire la répartition à travers dans tous les foyers d'aide sociale à l'enfance. Donc, du coup, on a contacté Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État en charge de l'enfance. Et je lui ai dit, voilà, écoutez, nous, on a le matériel, mais après, on n'est pas capable de faire la répartition dans les foyers. Il m'a dit, mais ça, c'est mon job. Donc, voilà, travaillons ensemble. On a monté un partenariat très rapidement, parce qu'il y avait urgence à équiper ces foyers. Et finalement, en moins d'une semaine, on a réussi à équiper tous les foyers d'aide sociale à l'enfance de France qui en avaient besoin. Donc je trouve que ça c'est un bel exemple aussi de partenariat public-privé qui prouve que c'est des partenariats qui fonctionnent et qu'on peut être très
très efficace puisque vraiment ça a pris moins d'une semaine. En 5 jours, on a pu équiper tous les enfants des foyers qui en avaient besoin. Merci d'avoir donné cet exemple. Si tu ne l'avais pas cité, je t'aurais demandé d'en parler parce que c'est vrai qu'on entend des actions sur du long terme, du très très long terme. Tu disais que vous avez commencé en 2004, d'autres choses en 2010, etc. Là, on voit qu'en moins d'une semaine, quand il y a urgence, on a aussi les moyens d'agir. Et je pense que c'est très très important de le souligner aussi sur cette table ronde, c'est qu'on sait étudier, avancer, analyser, expérimenter, mais on sait aussi réagir dans l'urgence. Donc merci beaucoup d'avoir cité cet exemple. Merci. Oui, bravo, bravo, bravo. C'est aussi à ça que ça sert de se rassembler sur ce type de table ronde, c'est de voir qu'on est capable de faire ce genre de choses, de se dire que ah oui, peut-être ils ont réussi à le faire, nous aussi on peut peut-être faire quelque chose de semblable. Et je pense que ça fait aussi partie de ce côté extrêmement inspirant de ce qu'on veut partager avec vous. Bon, on a vu tout ce qui existait maintenant, on a vu qu'on était capable de faire de belles choses, on a réfléchi à des super trucs. Encore une fois, vos livrables sont très attendus, on verra ce qu'il en est. Maintenant j'aimerais savoir, en fait, voilà, vous êtes sur des entreprises très engagées. Tu nous as parlé de cette collaboration publique-privée, différents acteurs. J'aimerais savoir en fait qui sont les acteurs majeurs de l'inclusion numérique sur les territoires et quelles sont leurs responsabilités. Et je vais demander d'abord à Sandra ce qu'elle en pense. Mais comme le disait Claire, il y a effectivement tous les acteurs de l'économie locale, les institutionnels, les privés. Nous, on prend ce rôle très à cœur et d'ailleurs on a décidé juste avant le Covid de recruter une personne à temps plein pour animer ces ateliers. Donc le Covid nous a bien évidemment empêché de les déployer et là on démarre cette semaine. Donc, sur tout notre territoire de Midi-Pyrénées, on va animer ces ateliers. On a également des digital partners comme vous, ça marche bien. Tout le groupe Caisse d'épargne regarde de très près comment on s'y est pris pour déployer tout ça. Et on a déjà 2 autres caisses d'épargne qui s'y mettent. Et bientôt, le reste du monde des caisses d'épargne qui va déployer ces ateliers parce qu'on trouve qu'en tant qu'entreprise, on a un rôle important dans l'inclusion numérique. Et du coup, en partenariat avec d'autres acteurs locaux ou là c'est... Alors, on va probablement se mettre en partenariat avec des distributeurs de chèques haptiques. C'est un chèque qui permet, notamment pour les clients dont je vous parlais, pour qui il manque tout le b.a.-ba, de pouvoir obtenir, c'est comme des tickets restaurants, et avec ces chèques de 10 €, on peut les orienter vers des acteurs de la médiation numérique sur le territoire. Et ça permet de financer ces cours d'informatique. Super, merci beaucoup. Un exemple. Très bel exemple. Du coup, on montre au savoir... Pardon. C'est l'émotion. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Donc, on voit aussi tout ce qui peut se faire en territoire par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Sonia, alors du coup, même question. Les acteurs majeurs de l'inclusion numérique en territoire et leurs responsabilités, d'après toi? Alors, je pense que je ne les connais pas du tout tous au niveau du groupe SNCF. J'ai cité tout à l'heure le 574, donc, qui a un objectif d'évangélisation très fort. Et je dirais que par ricochet, ça touche la population, parce que vu le nombre de salariés concernés, il y a cet effet-là. J'ai, moi, pas la connaissance d'actions qui peuvent être menées plus directement, de manière physique, par exemple, vis-à-vis du grand public. Mais par contre, effectivement, en interne, il y a une école du numérique qui adresse toutes les personnes qui souhaitent se former, avoir des nouvelles connaissances, compétences sur ce sujet-là, bien sûr, et croître, voire se reconvertir. Ça, c'est un gros sujet en interne, justement, de pouvoir de plus en plus permettre cette possibilité à des personnes qui voudraient aller vers les métiers du développement ou de l'informatique en général. Après, on en parlait tout à l'heure avec l'acculturation numérique. Il y a aussi cette première marche qui est pas du tout évidente à identifier. Donc, ce prédiagnostic, je le trouve particulièrement utile pour identifier les toutes premières actions à mener sur une population qui n'est pas du tout familière des ordinateurs, et on l'oublie beaucoup trop. Et au niveau d'un groupe comme SNCF, on a aussi une part forcément de la masse salariale qui est concernée, et donc elle-même a des actions de formation en interne qui sont menées.
On a aussi une grosse communauté, on a toute la suite Office 365 qui est déployée en interne au niveau du groupe. Et on utilise beaucoup de solutions comme Teams et encore plus, je dirais même Yammer. Teams, beaucoup depuis les confinements. ça a donné beaucoup d'impulsions. Mais tous les groupes Yammer sont très, très, très utilisés au niveau du groupe SNCF. Je crois qu'on est une des entreprises qui l'utilise le plus. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une solution de Microsoft qui permet de simuler tout ce qui est forum. Hein. Je la fais course, mais au sens large, partage, soit de la forme de discussion très simplement ou de fichiers. Donc c'est à la fois efficace pour des choses très ponctuelles ou bien dans la durée. Voilà ce qui me vient en tête, moi, plutôt en interne, du coup. Et du coup, est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cette école du numérique, du coup, interne? C'est une équipe très active depuis quelques années maintenant. Elle est partie il y a beaucoup d'initiatives, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Chaque grande entité a ses écoles et ses entités de formation, ses centres de formation. Et là, évidemment, tout ce qui est geste métier, bien entendu. Chaque cheminot, chaque conducteur a tout un plan de formation tout au long de sa carrière pour rester à jour et apprendre des nouvelles compétences. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité qu'on imagine assez facilement. Après, l'école du numérique, c'est vraiment sur ce côté savoir numérique, ouverture vers des populations effectivement moins habituées. Pas forcément la première population dont je parlais qui n'est pas familière avec l'ordinateur. Et du coup, c'est tout un catalogue, d'abord avec des partenaires qui ont élaboré les supports, réalisé les vidéos. C'est des formats aussi bien présentiels qu'en distanciel sous forme de MOOC. Également, donc il y a une offre très 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 large qui va jusqu'au design thinking pour parler de choses qui sont plus proches de mon domaine d'activité. Mais ça peut être effectivement l'accessibilité pour un premier niveau d'accessibilité sans prétendre devenir auditeur. C'est pas le sujet. Ça peut être la cybersécurité. Ça peut être tous ces sujets-là. Enfin, c'est très 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 vaste. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui se font. Des fois, on est surpris de découvrir tout ce qui existe et on se dit, il y a déjà tout ça qui existe. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire autre chose? C'est la question que je vais vous poser, Valérie, Stéphanie et puis Claire. Donc, selon vous, il y a plein de choses qui se font. C'est quoi le prochain pas à faire pour toujours plus faciliter, améliorer cette inclusion du numérique dans nos entreprises, mais également sur les territoires? Et je vais commencer avec Valérie. Alors, nous, la prochaine étape qui est quand même assez marquante, c'est la transformation de l'univers de la santé au niveau numérique. Toute la construction qui va être présentée demain tout au long de la journée aura un gros impact dans les années à venir. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais par contre, sur les 2-3 ans qui arrivent, on va avoir une transformation forte du système de santé de par la construction du système informatique qui n'existait pas jusqu'à présent et avec une position très forte pour que le citoyen soit le maître de ses données de santé. En tout cas, qu'il ait la main dessus, ce qui est complètement inverse à ce qu'on vit aujourd'hui parce que vous n'avez pas la main sur vos données de santé très régulièrement. Donc cette transformation-là, nous, en tant que mutuelle, on la porte et on veut aller très très loin, sachant qu'on est en plus un groupe mutualiste, qu'on est devenu depuis le 6 juillet une entreprise mutualiste à mission. Et donc on veut vraiment rendre nos adhérents très acteurs de leur santé et avoir la main sur ces données de santé, c'est être acteur de sa santé. Donc, par exemple, on va avoir je l'avais évoqué tout à l'heure, les conseillers numériques vont nous aider à promouvoir cet espace de santé personnel qui va être mis en place. Alors, pour ceux qui habitent dans le 31, vous avez déjà reçu un mail, on vous a invité à ouvrir votre espace de santé. Pour ceux qui sont ailleurs que dans le 31, ça sera à partir de janvier-février. Donc ça, c'est un moment très important et c'est surtout un changement de culture. On va aller vers des choses vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Donc les relations avec les professionnels de santé en seront modifiées. Notre façon d'appréhender la santé, quand on parle santé aujourd'hui, souvent on pense soins.
la santé, c'est pas que le soin. La santé, c'est se nourrir, respirer, boire de l'eau. Donc il y a énormément de déterminants de santé et donc on peut agir en amont pour conserver sa santé. Donc ce sujet est très important. Donc je parle des conseillers numériques et par exemple avec le groupe Vive, on va le 30 novembre créer une journée à Diagora sur éthique et numérique des données de santé. Le sujet de l'éthique est un sujet central sur le numérique en santé porté par le gouvernement. Aujourd'hui, on le voit, on a plein d'autres sujets à adresser, mais en tout cas, très souvent, quand on fait des expérimentations, nous, dans nos services de santé, quand on demande le consentement, on a des familles qui reculent, et pourtant, toute la journée, les mêmes personnes sur leur smartphone donnent accès à leurs données même de santé. Donc on voit que on est un peu schizophrénique par rapport à ces sujets-là. Donc éduquer, accompagner, faire monter la connaissance, la pertinence de l'analyse sur ces sujets-là, c'est très important. Donc je vous invite le 30 novembre à Diagora. Il y aura une matinée complète des débats sur ce sujet-là et l'après-midi des ateliers pour y travailler. Donc voilà les quelques sujets sur lesquels on va travailler dans les mois à venir. Merci, c'est extrêmement important ce que tu disais sur la conscience qu'on a quand on dit tout accepter juste parce qu'on veut lire la suite de l'article ou avoir accès à une vidéo, etc. Et où on peut dire non, mais je ne vais pas donner accès à Amélie ou à toutes ces choses-là. Il y a effectivement toute une... Oui, c'est toute une éducation, comme tu le disais si bien, à faire sur cette nouvelle façon de traiter la santé et notre santé. Et dans ce cas-là, moi qui suis... relativement à jour sur les données informatiques, je ne suis pas mature non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas l'accès à Internet qu'on n'est pas mature, on est très inégaux en fait par rapport à la notion de sécurité, par rapport à la notion d'éthique. C'est des sujets qui ne sont pas simples à aborder. Donc je crois qu'on vient définitivement d'exploser la troisième idée reçue sur c'est pour une minorité. Ben non, ça va vraiment être pour une majorité. Stéphanie, pour toi, le prochain pas? Pour moi, on a parlé beaucoup de formation, côté donc utilisateur, on va dire, et pas mal d'acculturation aussi au sein des équipes pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que l'accès au numérique. Et je pense qu'une étape qui existe déjà, mais je pense qu'il faut vraiment pousser de plus en plus, et bon, c'est partie de mon domaine de recherche, alors forcément, je vais pousser pour ça, mais c'est la conception centrée utilisateur, conception participative et co-conception, en fait. Parce que on parle d'inclusion numérique, mais on a tendance un peu à essentialiser les publics, à dire, OK, les vieux, ils sont éloignés du numérique, les jeunes, c'est la nouvelle génération, ils savent se servir de tout, alors qu'en fait, non, pas du tout. Les jeunes, ils savent servir de leur smartphone, mais alors créer une adresse mail ou répondre à une offre d'emploi, ça peut être compliqué. Et donc, du coup, le seul moyen, en fait, de prendre en compte toute la diversité de l'humain, de la cognition humaine, c'est vraiment de faire participer les gens en fait au moment où on conçoit les services, vraiment de voir avec eux comment est-ce qu'ils le comprennent, comment est-ce que eux ils le mentalisent, et puis ça permet aussi de faire et d'adresser uniquement les vrais besoins des utilisateurs et pas seulement ce que nous on peut avoir comme a priori, ce qui rejoint un petit peu le sujet que je donnais tout à l'heure de l'éco-conception numérique, c'est-à-dire qu'aussi on ne développe que ce qui est nécessaire et utile aux utilisateurs et de la manière qui correspond à leur manière de penser et de faire en fait. Je pense que c'est quelque chose à généraliser encore plus, même si ça existe déjà. Oui, c'est ce que tu soulignais aussi, Sonia. Voilà, si on a déjà un truc qui existe en interne, on n'a pas besoin de réinventer la roue, on n'a pas besoin de mettre du numérique à tout prix parce que c'est fun le numérique ou qu'on a une subvention pour ça. C'est super important aussi d'être dans cette logique de OK, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins final de l'utilisateur? Merci beaucoup. Claire, pour finir sur cette table ronde, le prochain pas. Oui, pour finir, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Stéphanie. Il y a un élément très important, c'est vraiment d'appréhender le sujet de l'inclusion numérique dans sa globalité. On a tendance à penser que les exclus du numérique, ce sont avant tout les personnes âgées. C'est pas le cas, enfin c'est le cas, mais pas que. Donc on a effectivement les jeunes, tu le disais, mais on le voit au quotidien. Les jeunes, ils savent très bien servir des réseaux sociaux, mais quand il faut faire un CV, une lettre de motivation pour postuler, là c'est autre chose. Donc ça c'est... Pour moi, la première chose, c'est vraiment appréhender le sujet de manière globale. On sait qu'il y a 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique, donc ce ne sont pas que des personnes âgées. La deuxième chose, je l'ai dite tout à l'heure, mais c'est vraiment de travailler tous ensemble et de manière complémentaire. Et ça, je pense qu'on le fait de mieux en mieux, mais on peut encore progresser. Il faut vraiment réussir à casser les silos entre les collectivités, l'État, les entreprises, les associations
associations. Ça, c'est la clé. Et le troisième élément qui me semble fondamental et qui est peut-être le plus difficile à mettre en œuvre, quand on lutte contre l'inclusion numérique, on le fait donc nous à travers Emmaüs Connect ou des partenariats avec d'autres associations, mais qui se trouvent essentiellement dans les villes ou dans les grandes villes. Après, il y a tout ce pan des personnes exclues du numérique qui sont à la campagne, qu'on a du mal à toucher, ou dans des zones plus reculées. Et là, c'est une vraie difficulté. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, mais faut encore qu'on progresse là-dessus, c'est de mettre des équipes mobiles en fait, qui se déplacent, y compris dans les petits villages, pour aider les personnes à s'acclimater au numérique. On met en place aussi des actions avec les départements. Je pense aux Pyrénées-Atlantiques, où on a mis en place un médiateur numérique qui sillonne les routes. Mais il y a vraiment cet aspect qui est essentiel, qui est d'aller vers les gens qui ne peuvent pas venir à nous. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que là, on est sur une logique de métropole, mais effectivement, tous les territoires fragilisés, et j'allais dire même certains quartiers dans les villes sont complètement exclus de tout ça, donc c'est très très important. Tu disais évangéliser tout à l'heure, toi tu nous envoies des gars sur les routes, je trouve que c'est bien. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer par rapport à tout ça. Alors on a le temps pour quelques questions. J'en ai une d'abord, Valérie, pour toi. En fait, ce que tu évoquais, on me demande est-ce que c'est comme une espèce de carnet de santé virtuel, ou ça va plus loin que ça? Alors, je vais laisser Dominique Pont l'expliquer demain matin, parce que c'est quand même le sujet des conférences de demain. Donc, on a connu le DMP, qui n'a pas forcément super marché. Et en fait, il y a eu, depuis 2 ans et demi, tout un travail pour mettre à disposition un espace qui est très ergonomique, contrairement à ce qu'on a pu connaître, et qui est surtout facilitant pour tout le monde, à la fois les citoyens et surtout les professionnels de santé. Voilà, l'idée, c'est que chacun puisse avoir un endroit où on aura nos rendez-vous, tous nos traitements, on pourra mettre des photos de tous nos médicaments, de tous nos comptes rendus, et cet endroit-là, on pourra le partager avec des hôpitaux, des établissements de santé. Et je reviens sur un point important, le médico-social. Toute la dynamique de santé, elle s'arrêtait en fait à l'hôpital ou chez le médecin. Et là, on va y inclure tout le médico-social. Alors, c'est les EHPAD, mais c'est aussi tous les établissements pour les enfants. Et c'était un domaine qui était en dehors du système de santé, alors qu'ils sont au cœur. Et qu'il y a énormément de professionnels de santé paramédicaux dans ces établissements-là. Donc l'idée, c'est que chaque citoyen ait un espace où il a toutes ses données de santé qu'il va mettre soit lui-même, soit que le médecin va mettre. Et comme ça, quand on va voir un médecin, un hôpital, eh ben, on donne le droit au médecin, à l'hôpital, de consulter ses données de santé, et on n'arrive pas avec ses photocopies sous le bras en disant au docteur, écoutez, mon médecin est parti à la retraite, voilà ce qu'il m'a donné, je vous le pose sur le bureau, je vous laisse lire, je vous fais un résumé à ma façon. C'est quand même notre santé qui est dans ces sujets-là. Et quand on a la chance d'avoir tout le dossier, donc effectivement, et quand on a la chance, voilà. Ça peut être donc c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va être petit à petit, mais qui est super important pour mieux maîtriser la qualité, la sécurité et le coût de notre santé, parce que notre santé a un coût, et le vieillissement de la population fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de moyens, et qu'il faut bien trouver comment rationaliser les dépenses pour que le maximum d'entre nous puissent être bien soignés. Merci beaucoup Valérie. On a le temps pour une question de la salle. On vous écoute. Alors, c'est destiné uniquement aux clients. Notre personnel a la chance de... Tous, ils utilisent un ordinateur, donc ils sont plutôt à l'aise avec l'ordinateur. Mais effectivement, nos digital partners vont plutôt les former ou les accompagner sur tous les outils de travail en commun, notamment Yammer, Teams, comme le disaient mes collègues. Auprès de nous. Nous sommes 2 ici. Après, si vous voulez. Avec plaisir. Oui, voilà, comme quoi ça fait des émules, c'est super. Merci infiniment pour cette table ronde. Merci Clotilde pour tout le travail que tu as fait, pour l'animation de ces groupes de travail collaboratifs. On voit qu'on arrive à faire plein de choses ensemble. On sait qu'on va toujours plus loin ensemble. Merci pour cette magnifique table ronde de Super Nana, je tiens à le souligner. Donc Claire, Sandra, Stéphanie, Sonia et Valérie, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.